flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur Melvin Tuttle de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Nous voilà arrivés au dénouement de notre enquête. Qui a assassiné Melvin Tuttle et pour quelle raison? Nous retrouvons pour la dernière fois les inspecteurs Lestrade, Gregson, les détectives Gumshaw et Sneak. Quant à moi, la question qui me taraude est la suivante. Prendrais-je un taxi ou rentrerais-je à pied? Arthur a dit qu'elle trouve ça trop stylé les filles quand on les ramène en taxi. Alors, si Arthur le dit, driver home. Madame Hudson, servez donc à nos deux inspecteurs préférés une tasse de thé. Auriez-vous, Madame Hudson, de ces délicieux scones qui font la renommée de cette maison? Inspecteur Lestrade, vous me flattez. Eh bien, cher Gregson et vous, cher Lestrade, nous avons mené l'enquête jusqu'à son terme. Si la disparition prématurée de Melvin Tuttle a été une tragédie, nous avons été intrigués par l'ascension fulgurante de celui-ci. En 2 ans et demi, ce nouvel employé accéda au rang d'associé en second dans l'un des plus prestigieux cabinets juridiques de Londres. Lorsque nous nous sommes rendus au laboratoire de criminologie, Madame le professeur Murray nous a appris qu'il s'agissait d'une histoire de poison, d'un poison très rare pour être précis. Pas de traces de ce poison dans le gâteau ou le tabac. Par contre, la victime l'ingéra d'une autre manière, puisqu'on en trouve des traces dans le café, sur le tuyau de la pipe et sur la partie entamée du gâteau. La grande concentration de poison sur le rebord de la tasse, alors qu'il y en avait relativement peu dans le café lui-même, ne permettait pas d'autre explication. Mademoiselle Spring était amoureuse de Tuttle. C'est du moins ce que l'on pouvait conclure de sa réaction après la mort de celui-ci. Du fait qu'elle ait utilisé son prénom, par exemple. Si certains peuvent considérer le poison comme une arme de femme, il n'en demeure pas moins que c'est rarement l'arme utilisée dans un crime passionnel. Mais revenons sur l'avancement de la victime. Madame Porter nous a donné 3 indices importants. Tout d'abord, Tuttle n'était pas un génie. Certes, capable, travailleur mais pas tout à fait assez brillant pour expliquer son avancement rapide. Les liens entre Tuttle et Madame Cartwright dessinaient une intrigue intéressante. Souvent, Tuttle accompagnait Madame Cartwright à des réceptions, spectacle en lieu et place de Monsieur Cartwright, trop pris par ses affaires. Tuttle en profita et utilisa tout son charme. Peut-être cette relation devint-elle une liaison. La note trouvée dans un des tiroirs du bureau de Tuttle le laisse entendre. Puis Madame Cartwright influença son époux. Au bout d'un certain temps, ses louanges sans réserve produisirent leur effet sur Monsieur Cartwright. Il commença à penser que, sans savoir ni pourquoi ni comment, Tuttle était un type extraordinaire, en fait brillant, et qu'il méritait une promotion. Vous venez de nous présenter une intrigue parfaite pour un meurtre. Le mari découvre la vérité, prend un congé non prévu, dresse un plan pour le meurtre et le met à exécution. Bonne déduction, Gregson. Mais c'est allé un peu vite en besogne. Cartwright et Swarthmore étaient tous deux parties prenantes dans la décision de promouvoir Tuttle. Souvenez-vous-en, Monsieur Swarthmore ne voit pas Tuttle avec les yeux de Madame Cartwright. Pourquoi se déciderait-il en faveur de Tuttle? Comment Tuttle pouvait l'influencer? Bref, alors que les suspects étaient très nombreux, nous n'avions toujours pas d'explication quant à la manière dont le crime avait été commis. Et c'est Madame Walker qui a éclairé notre lanterne.
Swarthmore, Tuttle et elle travaillèrent tard la veille au soir pour envoyer au plus tôt les contrats. Vous ne voyez pas où nous voulons en venir ? Bon sang, mais c'est bien sûr les enveloppes. Fourni par Sweetmore. Bravo, inspecteur, pour votre perspicacité. Tuttle termina les contrats, scella les enveloppes et se détendit en fumant une pipe lorsque Madame Porter lui apporta son café. Elle remarqua que sa main tremblait lorsqu'il alluma sa pipe. C'était le premier symptôme des ravages exercés par le poison sur son système nerveux. Étant donné la violence du poison utilisé, Tuttle avait dû l'ingérer juste avant l'arrivée de Madame Porter. Puisque l'examen de toutes les autres substances se révéla négatif, il ne restait que la colle des enveloppes. Le café, inoffensif en lui-même, entraîna le poison jusque dans l'estomac de Tuttle, accélérant ainsi le processus. Un plan brillant, tout bien considéré. L'arme du crime devait être expédiée et finir dans la première corbeille à papier venue, ce qui devait la rendre introuvable au bout d'1 ou 2 jours. Malheureusement pour Swarthmore, l'une des enveloppes ne fut pas expédiée très loin. Il fut aisé d'obtenir l'adresse de Monsieur Heathcliff dans l'annuaire, de récupérer l'enveloppe et de la faire analyser pour y trouver un poison extrait de l'arbre à chapelet. Nous avons le meurtre et la méthode, mais le motif reste un mystère. Quel lien y avait-il entre Tuttle et Sweetmore ? Parmi le dossier et les pièces à conviction que nous vous avons fait parvenir, y avait-il une piste ? La clé de l'armoire provenant du club Bansbell nous a interpellés. Swarthmore avait rendez-vous au Bansbell. Après avoir payé un tribut au vieux Jack, nous avons appris que Swarthmore s'intéressait particulièrement à l'armoire de Tuttle. De toute évidence, il cherchait quelque chose. C'est à ce moment-là qu'apparaît Cedric Livingston. C'est un ancien marin devenu promoteur en construction et vendeur de terrain. Il voyageait en Orient et probablement dans les mers du Sud. Il en découle que Livingstone était le lien avec le poison rare utilisé pour le meurtre. Et si Livingstone était partie prenante dans le crime, il devait être au courant des moyens de pression que Tuttle avait utilisés contre Swarthmore. Que cherchait-il dans l'armoire de Tuttle ? Quand nous nous sommes rendus chez Tuttle, l'appartement a été saccagé. Les intrus n'avaient, semble-t-il, pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Les lettres de VM s'avérèrent des plus significatives. Elles racontent une histoire intéressante et expliquent l'ambition forcenée de Tuttle. Les initiales VM qui se trouvaient sur le plus cher des médaillons étaient celles du grand amour de Tuttle, en dépit de ses autres aventures. L'adresse de l'expéditeur, au dos des enveloppes, nous a paru suspecte. Si M. Monroe s'opposait à cette liaison, il était probable que l'adresse fût celle d'une personne de confiance et non celle de la jeune fille. En allant chez les Monroe, le pourquoi du crime apparut. M. Swarthmore usait de son pouvoir pour vendre à des prix anormalement bas des terrains à Livingstone. Celui-ci, soit les gardait pour son propre usage, soit les revendait, faisant ainsi de grands bénéfices. Tuttle a découvert ce trafic, constitué un dossier en allant au bureau des archives. Ah oui, je m'en souviens. Le morceau de papier où il était noté Chancery Lane, 2e étage, Distillery O'Brien. C'est ça même, et c'est comme ça que Tuttle affronta Swarthmore, qui essaya de l'acheter avec les billets à ordre, puis par son avancement. Mais il faut croire que cela n'a pas suffi, obligeant ainsi Livingstone et Swarthmore à passer à l'acte. Eh bien mesdames, vous êtes les dignes héritières de Sherlock Holmes, et Scotland Yard vous doit une sacrée chandelle. Et comme le disait si justement Sherlock, c'est élémentaire, mon cher Watson. Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc,
Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.